Bonjour à tous, aujourd'hui on va explorer une facette du Bitcoin qu'on oublie souvent. Parce que oui, au-delà de l'argent numérique ou de l'actif financier, Bitcoin est un véritable objet philosophique. C'est une sorte de portail qui nous force à questionner nos certitudes les plus profondes. En fait, s'intéresser à la philosophie de Bitcoin, c'est un peu comme choisir la pilule rouge que Morphée propose dans Matrix. C'est faire le choix de voir le monde sous un autre angle, de plonger la tête la première dans un terrier de lapin intellectuel pour voir jusqu'où il nous emmène. Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'une simple technologie. Non, c'est bien plus. C'est une sorte de jeu philosophique déguisé. Une expérience qui, dès qu'on s'y penche un peu, vient briser nos idées préconçues sur l'argent, la valeur, l'identité et même, oui, sur la réalité elle-même. Allez, entrons dans le vif du sujet avec la toute première leçon. Et on commence avec un paradoxe qui est franchement fascinant. Comment est-ce que quelque chose qui a été conçu pour ne jamais changer peut provoquer un changement aussi radical chez les gens qui l'utilisent ? C'est ça, le paradoxe central. On ne peut pas changer Bitcoin. On pourrait croire que, vu que c'est un logiciel open source, on peut le modifier comme on veut. Mais c'est une erreur. Le protocole de base est fait pour être incroyablement solide, résistant au changement. Par contre, le fait d'interagir avec, d'essayer de le comprendre, eh bien ça nous change. Ça change radicalement notre vision de l'économie, de la politique et même de nos petites habitudes quotidiennes. Et attention, cette immuabilité, ce n'est pas du tout un accident. C'est vraiment le cœur du projet. Son créateur, Satoshi Nakamoto, l'a dit lui-même. Une fois la première version lancée, le concept de base a été, je cite, gravé dans la pierre. C'est comme un contrat social automatisé, et pour le modifier, il faudrait un accord quasi unanime, ce qui est quasiment impossible. On continue de descendre dans le terrier du lapin avec la deuxième leçon. Et là, on va voir comment Bitcoin prend ce que la technologie fait d'habitude et le met sens dessus-dessous. C'est l'un des points les plus déroutants au début. D'habitude, la technologie, ça sert à quoi? Ça sert à libérer des ressources. Elle prend quelque chose de rare, de cher, et elle le rend abondant, accessible à tous. Pensez à l'information avec Internet, au transport, à la communication. La tendance, c'est toujours vers plus d'abondance. Et c'est là que Bitcoin est génial. Il fait l'exact opposé. Il utilise le principe même de la copie numérique parfaite, ce qui crée normalement de l'abondance infinie, pour fabriquer quelque chose d'absolument rare. Chaque transaction est copiée, chaque bloc est copié, le grand livre entier est copié des milliers de fois sur le réseau. Et tout ce processus de duplication massive, il n'a qu'un seul but, garantir que l'original ne puisse jamais être falsifié, assurant ainsi une rareté inviolable. C'est fou, non? Et le résultat de ce paradoxe incroyable, le voici. Ce nombre, 21 millions. Il n'y en aura jamais un de plus. Jamais. Peu importe la quantité d'énergie ou de ressources qu'on y mettra, cette limite est gravée dans le marbre. En plein âge de l'abondance numérique, Bitcoin nous a rappelé ce que signifie la vraie rareté. Bon, on a parlé d'immutabilité, de rareté, maintenant on va encore plus loin dans l'abstraction. On va se poser des questions vraiment fondamentales sur la nature même d'un Bitcoin. Alors accrochez-vous bien, parce que ça donne un peu le vertige. Cette question, elle peut sembler un peu bizarre, je vous l'accorde, mais elle nous amène tout droit à une très vieille énigme philosophique, le paradoxe du bateau de Thésée. Si on remplace chaque planche d'un bateau, une par une, est-ce que c'est toujours le même bateau à la fin ? Eh bien pour Bitcoin, dont le code évolue et les participants changent tout le temps, la question se pose, qu'est-ce qui fait que Bitcoin est Bitcoin ? Et ce tableau, il illustre parfaitement comment ces systèmes nous obligent à répondre à cette question. Quand les communautés de Bitcoin et d'Ethereum ont eu de gros désaccords qui ont mené à une scission du réseau, le marché a dû choisir son camp. Pour Bitcoin, la communauté a majoritairement décidé que la version qui n'avait pas changé ses règles était le vrai Bitcoin. Pour Ethereum, c'est l'inverse. C'est la chaîne qui a été modifiée pour corriger une grosse erreur qui a été considérée comme la version légitime. On a donc deux réponses totalement opposées à la même question philosophique. Ok, après s'être demandé ce que c'est, la question logique suivante c'est où est-ce ? Et là encore, la réponse est loin d'être simple. Dans un système qui est décentralisé, distribué partout, la notion même de localisation perd un peu son sens. Voilà le point essentiel à comprendre. Les bitcoins, ça n'existe pas sous forme de fichier sur un ordinateur comme un morceau de musique. Le grand livre, il est partout et nulle part à la fois. Ce qu'on possède en réalité, ce sont les clés privées, ces fameux mots magiques. C'est un peu comme posséder un sortilège, la seule signature au monde capable d'autoriser une écriture dans ce grand livre public. Voilà ce que veut dire posséder dans cet univers. Bon, alors, que retenir de toute cette plongée philosophique? Eh bien, si cette exploration nous a appris une chose, c'est que le voyage pour vraiment comprendre Bitcoin est potentiellement infini. Je trouve que cette citation de Jamison Lopp, un développeur bien connu, résume parfaitement l'expérience. Personne n'a trouvé le fond du terrier du lapin Bitcoin. Plus on apprend et plus on se rend compte de l'immensité de ce qu'on ignore. C'est une vraie leçon d'humilité intellectuelle. On ne maîtrise jamais le sujet parce qu'il y a toujours plus à découvrir.
Et cette exploration, elle n'est pas seulement profonde, elle est aussi incroyablement large. Pour commencer à cerner le sujet, être un expert en informatique, ça ne suffit pas. Il faut toucher un peu à tout. La théorie des jeux, l'histoire de la monnaie, la cryptographie bien sûr, mais aussi la psychologie, le droit. C'est un sujet qui est fondamentalement interdisciplinaire. Finalement, la plus grande leçon philosophique de Bitcoin, c'est peut-être tout simplement ça. Il nous a montré qu'on en savait très peu sur des concepts qu'on croyait pourtant maîtriser. La question qui reste ouverte, c'est donc, après avoir ébranlé autant de nos certitudes, quelle sera la prochaine leçon que cette technologie va nous apprendre ?